Bienvenue dans cette nouvelle enquête géologique. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable investigation scientifique à l'échelle de la planète. Au quotidien, le sol sous nos pieds, ça semble être la chose la plus solide et la plus permanente au monde, n'est-ce pas? Et pourtant, la Terre est une immense scène de crime géologique fascinante, bourrée d'indices cachés qui racontent une histoire folle, de mouvements titanesques et de continents à la dérive. En décryptant les preuves laissées dans la roche, on va reconstituer l'un des plus grands mystères de notre planète. Prêt à voir le monde d'un tout autre œil? Allez, c'est parti. Posons d'emblée la question qui remet tout en cause. La carte du monde, telle qu'on la connaît, a-t-elle toujours été comme ça? Ça défie presque le bon sens de se demander une chose pareille. Quand on regarde une map monde, ces immenses masses terrestres ont l'air ancrées pour l'éternité. C'est tellement facile de se dire que l'Europe, l'Afrique ou les Amériques ont toujours été exactement là où elles sont. Mais attention, cette apparente stabilité, c'est une pure illusion. C'est juste un instantané, une simple photographie prise au beau milieu d'une danse géologique qui se joue au ralenti depuis des centaines de millions d'années. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet. En 1912, un physicien et météorologue allemand du nom d'Alfred Wegener lance un énorme pavé dans la mare scientifique. Il débarque avec une hypothèse qui, à l'époque, semblait complètement farfelue. En se basant sur de vastes reconstitutions, il suggère que tous nos continents actuels étaient autrefois soudés en un seul, un méga-continent géant. Il a baptisé cette masse colossale la Pangée. Et tout autour, un seul et unique océan mondial continu, la Panthalassa. Une idée absolument audacieuse qui allait révolutionner tout ce qu'on savait de notre planète. Cette idée révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle la théorie de la dérive des continents. L'idée de base de Wegener, c'est que l'écorce terrestre primitive se serait fracturée, cassée en d'immenses morceaux. Et ces gigantesques fragments auraient ensuite pris leur temps pour dériver lentement à la surface du globe, jusqu'à former le fameux puzzle qu'on connaît aujourd'hui. C'est la base même de notre enquête. Mais bon, en science, une théorie aussi spectaculaire exige des preuves tout aussi béton. Wegener le savait très bien. Et il a passé sa vie à traquer les indices pour prouver que ces terres avaient bel et bien bougé. Et pour soutenir sa théorie, Wegener n'est pas venu les mains vides. Il a rassemblé une montagne de preuves tangibles, piochées dans plein de disciplines différentes. Pour notre investigation d'aujourd'hui, on va se focaliser sur 3 arguments clés, 3 indices vraiment incontestables laissés sur notre grande scène de crime planétaire. Ce sont des arguments d'ordre morphologique, géologique et paléontologique. Pris un par un, ils sont déjà troublants, mais mis bout à bout, c'est le genre de tableau qu'il est littéralement impossible d'ignorer. Passons au premier indice. Le tout premier indice, c'est l'argument morphologique. Et c'est de loin le plus intuitif de tous. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'océan Atlantique, on remarque tout de suite un parallélisme complètement dingue entre les côtes des Amériques d'un côté et de l'Europe et de l'Afrique de l'autre. Le bord est de l'Amérique du Sud et le bord ouest de l'Afrique s'emboîtent avec une précision chirurgicale. C'est comme si ces vastes étendues n'étaient que 2 morceaux d'un même bloc, déchirés par le temps, exactement comme les pièces géantes d'un immense puzzle planétaire. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la façon dont la géologie interne vient confirmer la forme de ces côtes. Et ça, c'est notre deuxième indice, l'argument géologique. En Afrique et en Amérique du Sud, les géologues sont tombés sur des roches précambriennes vieilles de plus de 2 milliards d'années. Et devinez quoi? Si on rapproche virtuellement l'Afrique de l'Amérique du Sud, ces immenses formations rocheuses ultra spécifiques, qu'on appelle des boucliers, s'alignent pour former des chaînes continues. Les strates de roches d'un continent se prolongent exactement sur l'autre, prouvant sans l'ombre d'un doute qu'elles sont nées au même endroit. L'enquête nous pousse ensuite vers un 3e indice, avec une question qui ressemble presque à une mauvaise blague. Les paléontologues ont mis la main sur des fossiles d'une petite créature appelée le mésosaure. C'est un petit reptile terrestre d'à peine 1 mètre de long. Le hic, on trouve ces restes fossilisés en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Alors, comment est-ce qu'un si petit animal, bien incapable de survivre en haute mer, aurait pu franchir un océan de plusieurs milliers de kilomètres? A-t-il fait un marathon de natation d'un continent à l'autre? Évidemment que non. La réponse de Wegener à ce mystère est d'une logique implacable. Ces bestioles n'ont jamais traversé l'océan pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, il n'y avait pas d'océan du tout. On retrouve de part et d'autre de l'Atlantique des fossiles de plantes, comme la fameuse fougère Glossopteris, et d'animaux datant de 240 à 260 millions d'années. Quand on recolle virtuellement les continents pour recréer la Pangée, la magie opère. Les zones où vivaient ces espèces forment des bancs parfaitement continues et cohérentes. C'est la preuve ultime que ces terres ne faisaient qu'une. Donc, le point crucial maintenant, c'est de comprendre la mécanique derrière tout ça. Si les continents se déplacent, sur quoi glissent-ils exactement et comment la Terre est-elle fabriquée pour permettre ça? La Terre est faite de plusieurs couches. La plus externe, c'est la croûte, et il en existe 2 types très différents. D'un côté, on a la croûte océanique, cachée sous les mers, qui est faite d'une roche volcanique très dense, le basalte. De l'autre, on a la croûte continentale, celle sur laquelle on marche tous les jours, qui est surtout composée d'une roche un peu plus légère, le granit. Mais attention, la croûte, ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Juste en dessous, on trouve une couche appelée le manteau lithosphérique, composée d'une roche nommée péridotite.
L'ensemble formé par la croûte et ce manteau supérieur, ça s'appelle la lithosphère. Et c'est du solide, littéralement, une enveloppe hyper rigide. Mais le vrai secret du mouvement se cache encore en dessous, l'asténosphère. Cette couche est aussi solide, mais elle est beaucoup moins rigide, un peu malléable, presque comme du plastique très dense. C'est ce contraste qui permet à notre lithosphère rigide de flotter et de glisser très lentement sur l'asténosphère. Et si cette lithosphère bouge vraiment, elle devrait forcément laisser des traces de son passage, non? C'est là qu'arrive la preuve irréfutable de la géologie moderne. Prenons une carte mondiale recensant tous les tremblements de terre et une autre recensant tous les volcans actifs. Au premier coup d'œil, c'est le chaos total. Mais superposons-les. C'est le grand moment de révélation. On se rend compte qu'ils sont alignés exactement aux mêmes endroits. Ils ne frappent pas au hasard. Ils se concentrent le long de lignes extrêmement précises, dessinant un immense réseau qui quadrille toute notre planète. Et cela illustre brillamment ce qu'on appelle le concept de plaque. Cette cohorte des séismes et des volcans agit comme un marqueur géant qui délimite de grandes zones stables, les fameuses plaques lithosphériques ou tectoniques. En fait, notre écorce terrestre est fracturée en 12 plaques indépendantes et ultra rigides. On en compte 7 immenses comme la plaque africaine, l'eurasiatique ou sud-américaine, et d'autres un peu plus petites. Elles peuvent être purement océaniques, purement continentales ou un mix des deux. Et surtout, elles sont en perpétuel mouvement. Elles s'écartent, se frottent ou se rentrent dedans. À l'époque, le grand drame de Wegener, c'était de ne pas pouvoir expliquer exactement comment ces gros blocs avançaient, ni même de pouvoir mesurer leur déplacement. Aujourd'hui, le doute n'est plus permis. Et ça, c'est grâce à la technologie. Le GPS, ou Global Positioning System, utilise son réseau de satellites pour suivre au millimètre près la position de différents points sur la Terre. Et les données sont sans appel, les plaques bougent actuellement. On peut littéralement mesurer leur vitesse, les voir s'écarter au fond des océans ou entrer en collision sur les continents. Tout ça en temps réel. C'est quand même formidable. Avançons un peu pour voir comment tout cela évolue. Parce que si on projette ces mouvements dans le futur, le scénario est spectaculaire. Vu qu'on connaît la vitesse et la direction de ces plaques, on peut accélérer l'horloge géologique. On peut ainsi comparer le monde d'aujourd'hui à ce qu'il sera dans environ 60 millions d'années. C'est dingue d'observer à quel point l'océan Atlantique va par exemple s'élargir. Les masses terrestres vont continuer leur inlassable voyage. Bref, la carte du monde qu'on a tous apprise par cœur n'est qu'une toute petite phase de transition pour une planète extraordinairement dynamique. En refermant le dossier sur cette incroyable mécanique tectonique, une pensée assez vertigineuse s'impose. La Terre est un immense chantier en perpétuelle reconstruction. Des roches se créent, de nouvelles montagnes s'érigent au gré des collisions, et des océans entiers s'ouvrent au fil des millénaires. Ce qui amène une question fascinante. Dans des centaines de millions d'années, quand notre époque ne sera plus qu'une fine couche de poussière dans les strates géologiques, quel sera le nouveau visage de ce monde? C'est une histoire gigantesque qui continue de s'écrire, seconde après seconde, juste là, sous nos pieds. Notre exploration s'achève ici, il ne reste plus qu'à garder un œil bien ouvert sur ce sol qui nous porte.